tous, bonjour à toutes. Je vais me présenter rapidement avant de faire notre tour de table. Donc Jean-Luc Coupé, je suis expert en mobilité. Ça fait 15 ans que je suis dans la mobilité électrique, l'infrastructure de recharge, les problématiques énergétiques, les lois, les normes, les obligations, les décrets, ainsi que tout ce qui touche les flottes d'entreprises avec des nouvelles réglementations qui arrivent à grands pas, des nouveaux véhicules, des nouvelles énergies. Donc on va essayer de synthétiser tout ça en 1 heure. On vous laissera quelques instants pour poser des questions à nos intervenants à la fin de cette session. Donc Immobilité Expert, c'est un bureau d'études spécialisé dans la mobilité. On commence de la RSE et on va jusqu'à l'accompagnement, les formations. Donc on est organisme de formation, Calliope, on est reconnu. Et donc on fait toute la partie expertise, technique, technico-commerciale, stratégie, réglementaire, des aides financières et des accompagnements en financement. Donc on va jusqu'à l'accompagnement également des études et le suivi des chantiers. Voilà, nous sommes situés à Douai, mais on est présent dans l'ensemble du territoire français. Tu peux donner un petit coup de zapette si tu as la zapette. Voilà, donc on est 3 et on a des agences un peu partout en France. Donc on a un expert mobilité, un expert flotte. Et moi je suis un petit peu le généraliste. Voilà, on adhère aussi depuis plusieurs années aux associations que vous avez là-haut. Et je vous invite à aller sur ces associations pour découvrir, être accompagné dans le cas de questions, etc. Et vous pouvez bien sûr aussi adhérer si vous êtes professionnel de la mobilité. Vous avez également FAUVE, F-A-U-F-F-A-U-V-E, qui est une association d'électromobilistes, qui est aussi intéressant. C'est une fédération en fait là qui accompagne les usagers de la mobilité. Voilà, on va commencer par la mobilité douce. Donc la mobilité douce, on a une société qui expose, là, donc Veoland, Nicolas Cesbron. Nicolas, je te laisse te présenter puisque tu es le plus à même à connaître ton entreprise. J'espère. Merci Jean-Luc. Donc bonjour à tous, Nicolas Cesbron, les cycles Cesbron, situés à Angers depuis 1967. Donc c'est une entreprise familiale. On a quatre établissements à Saumur, donc à Angers, les Ponts-de-Cé et Laval. Historiquement, évidemment, on continue à vendre aux consommateurs, mais depuis quelques années, on a pris aussi le virage du développement qu'on appelle le B2B, donc la vente de solutions de mobilité aux entreprises. Et maintenant, on commence à avoir un petit peu d'expérience via nos clients professionnels, où on s'aperçoit que chacun, comme d'ailleurs un consommateur, a des besoins différents. Et il faut donc qu'on applique des solutions en adéquation avec leurs besoins. Donc aujourd'hui, c'est dans le choix des produits. Et la mobilité, c'est à la fois du transport de marchandises, du transport de salariés, de domicile-travail. Là aujourd'hui, l'État met en place un certain nombre de choses, les forfaits mobilité durable, des déductions fiscales pouvant aller jusqu'à 25%. Donc l'enjeu, il est pour l'entreprise obligatoirement d'apporter des solutions pour les salariés, pour les garder aussi en entreprise. Donc voilà, nous, on va travailler sur tous ces tableaux-là, aussi bien transport marchandises, transport salarié, domicile-travail ou à l'intérieur de l'entreprise, sous forme d'achat, de leasing, un système all-inclusive, c'est-à-dire que on s'occupe de l'entretien, de la reprise du matériel, de la réparation sur place. Donc voilà, on a une palette assez large et on est aussi assureur pour ces produits, puisqu'aujourd'hui on peut avoir quelques cas où l'employé n'était pas vraiment au boulot, pas vraiment dans l'entreprise, donc la RC, des fois l'entreprise ne fonctionne pas, ou la RC du particulier ne fonctionne pas, et donc on a là aussi des solutions à apporter pour ça. Voilà. Ok, merci Nicolas. On va passer du 2 roues, 3 roues, 4 roues, au vrai 4 roues qui va un peu plus vite. On va passer aux véhicules électriques ou d'autres technologies de mobilité. Donc je te laisse te présenter, expliquer un petit peu ce que Willim développe. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis Olivier Forcé, je suis le dirigeant de Willim. On est une société basée à Nantes qui a été créée il y a 2 ans.
et on est 6 personnes. Notre ambition, c'est de booster le verdissement des flottes automobiles en entreprise et en collectivité, tout en réduisant les coûts. Et vous le voyez, on s'appuie sur 2 problématiques. Une problématique de la gestion de flotte multi-énergie aujourd'hui, dont on va chercher à réduire l'empreinte carbone et les coûts de fonctionnement. Et ça devrait nous amener sur le chemin, en favorisant les véhicules électriques, de la recharge intelligente et encore un cran encore plus loin, la flexibilité électrique. Aujourd'hui, on a tout un tas de problématiques sur ce premier marché. On a une explosion du taux de possession totale d'un véhicule. On est à plus 25% sur les 3 dernières années. On a affaire avec la loi LOM. On va s'appuyer dessus pour évidemment verdir les flottes, et il n'aura échappé à personne que les véhicules électriques sont en train de pénétrer massivement les flottes. Donc ça nous donne un premier sujet. On peut très bien s'arrêter là, mais finalement on se dit qu'en favorisant la pénétration des véhicules, on va générer un impact qui est finalement l'accroissement du pic d'électricité français à un instant T, puisque tout le monde va se recharger tôt en soirée. Donc on passe la patate chaude à un acteur qui est RTE, qui est en charge du réseau de transport d'électricité, qui fait face à un gros problème, et problème de financement de son réseau, de ses investissements réseau, l'intégration des renouvelables. Donc nous, on veut vraiment se dire que c'est notre problème et avoir une approche globale pour rendre un service global. On a des solutions digitales donc qui sont portées par une plateforme. La première solution, c'est dans un cadre d'autopartage, une allocation intelligente des réservations dans un système de pool. Donc notre collaborateur va exprimer un besoin de mobilité, il souhaite aller d'Angers à Nantes, aujourd'hui de 10h à 18h, et l'algorithme va lui trouver le véhicule adapté à son bon déplacement. On aura positionné l'optimum sur la réduction de l'empreinte carbone et des coûts de fonctionnement associés. Et puis, dans un deuxième temps, quand on aura un portefeuille suffisant de véhicules électriques, eh ben on sera en capacité là de faire une optimisation des flux d'électricité et de décaler la recharge en fonction de l'intérêt du réseau électrique ou en fonction de votre contrat de fourniture pleine heure creuse. On ne vend pas de matériel. On est agnostique à tout type de matériel, pas de véhicule, pas de boîtier télématique, pas de borne de recharge, pas de boîte à clé. On veut vraiment se focaliser sur notre solution digitale qui apporte de la valeur. J'en finis avec les bénéfices. Un cas d'usage, 24% de réduction de l'empreinte carbone sur l'usage, réduction du TCO, ça c'est notre promesse. Et en plus de ça, on aime à dire que mettre une solution comme Willim, ça nous permet de mettre la solution au cœur d'une entreprise sur un usage facile et compréhensible par tous, qui est celui de la réservation du véhicule. On a aussi on fait aussi des gains de temps pour certains acteurs qui n'ont pas encore digitalisé leur processus, et on leur apporte du gain de temps pour le gestionnaire de flotte, il va pouvoir passer du temps sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Je vous remercie. Voilà, donc une fois que l'entreprise a travaillé sur son approche globale RSE, le plan de déplacement. Le plan de déplacement, derrière, on choisit une technologie, des solutions de mobilité. Donc là, on s'adresse à des professionnels qui vont plutôt proposer des offres de mobilité. Donc en l'occurrence, exposant et sur la région, vous avez le groupe GCA. Donc vous allez nous expliquer ce qu'est le groupe en quelques minutes. Merci. Bonjour à tous. Donc Audrey Torrent, donc je représente le groupe GCA aujourd'hui. Le groupe GCA aujourd'hui est distributeur automobile multimarque. On va être présent majoritairement sur tout le Grand Ouest, la région parisienne, la Corse et la Belgique. On a 120 concessions qui représentent différentes marques. J'ai choisi aujourd'hui de venir avec Toyota. Tout simplement parce que c'est la marque qu'on distribue le plus et qui, à mon sens, va permettre aujourd'hui de représenter tous les usages en mobilité, puisqu'on a de l'hybride rechargeable, de l'électrique et même du vélo cargo. Je vous laisse passer, s'il vous plaît. Pour information, donc aujourd'hui, on est sur 120 concessions, 2000 collaborateurs. Monsieur Guest, David Guest est fondateur et dirigeant du groupe GCA actuellement.
pour l'actionnariat, je pense que c'est bon. Voilà notre parcours qu'on a commencé relativement tôt. Et aujourd'hui, et les dernières concessions qu'on a pu acquérir, c'est Hyundai Le Mans et Kia à Saint-Lô. Et vous allez retrouver majoritairement Kia Hyundai, Toyota Lexus, BMW dans nos marques principalement. Et après, on va retrouver un petit peu d'Alfa Romeo, de Fiat, de BMW Motorrad, entre autres. On a donc 120 concessions, comme je vous le disais. On a 3 centres de véhicules d'occasion également. Donc à Saint-Grégoire, à côté de Rennes, au Mans et à Soissons. On a des carrosseries indépendantes, des centres de pièces détachées, un centre d'appel, notre propre captive et une société de travaux et maintenance qui entretient nos concessions, une boutique de prêt-à-porter. Donc voilà, au niveau de la cartographie et des marques qu'on représente aujourd'hui, on va se retrouver majoritairement dans le Grand Ouest et dans le Nord jusqu'à la Belgique. J'ose passer. Au niveau du chiffre d'affaires, bon, je ne vais pas forcément passer là-dessus. Tout ça pour dire qu'on est présent partout pour les professionnels qui vont avoir besoin d'acheter, de louer, de faire entretenir leur véhicule et de manière à répondre rapidement à leurs demandes et d'être présent sur place, sur site, là où sont les collaborateurs, parce qu'on sait très bien qu'une maison mère n'est pas forcément au même endroit où le collaborateur travaille. Et au niveau de mes fonctions, donc je travaille majoritairement pour Toyota, Kia, Hyundai et Lexus. Vous allez me retrouver sur ce territoire-là. Je suis conseillère en mobilité d'entreprise, donc je ne suis pas là pour vous vendre une voiture. Je suis là pour vous conseiller sur la technologie à acquérir en fonction de l'usage que vous en faites. Je ne suis pas toujours appréciée des vendeurs parce que je peux leur tirer une balle dans le pied du coup. Mais moi, mon but, c'est que vous fassiez un bon usage de votre voiture et qu'on ne vous force pas à acheter tel ou tel véhicule alors que vous n'en avez pas l'usage au quotidien. On va passer. Ça, je vous laisse le passer parce que ça n'a aucun intérêt. Très bien. Donc, comme effectivement, une fois que vous avez défini votre stratégie de déploiement de votre verdissement ou de votre décarbonation de la logistique, verdissement de la flotte, une fois que vous avez fait ça, que vous avez choisi les bons véhicules adaptés aux bons usages et à la bonne problématique de la mobilité au sein d'entreprises, qu'elle soit une mobilité décarbonée ou carbonée, mais il faut vraiment y travailler pour baisser ce taux. Donc on va travailler sur la RSE, on va travailler sur le plan de déplacement, et une fois qu'on a ça, on choisit les véhicules, et une fois qu'on a les véhicules, il faut les recharger, ou il faut les alimenter. Donc ça, pour ça, on a des sociétés. Ces sociétés électriciens de base doivent être qualifiés, c'est une obligation. Donc si vous avez un projet de déploiement d'infrastructures de recharge, l'entreprise qui va installer les bornes doit être qualifiée. Si c'est un gros projet, vous devez avoir une qualification en études. Qualification en installation, donc il y a 3 niveaux. Les installations simples à domicile, les installations un petit peu plus compliquées où il y a de la gestion, de la communication, plusieurs bornes et des problématiques énergétiques. Là, il faut le niveau 2. Donc c'est un niveau de formation un peu plus élevé. Et le niveau le plus élevé, c'est celui qui va atteindre des puissances de recharge beaucoup plus importantes en courant continu. Donc vous pourrez découvrir des fabricants de bornes ou des installateurs ou des opérateurs qui, eux, proposent un panel de solutions de recharge qui vont dépendre du temps de stationnement du véhicule ou du temps d'usage du véhicule. C'est-à-dire que si vous faites beaucoup d'autoroutes, il faudra faire plus de recharge rapide. Et si vous avez du stationnement long, pendant que vous travaillez, pendant que vous dormez, là, vous allez avoir des besoins de recharge lents. Et c'est là où vous allez pouvoir avoir du conseil et de l'accompagnement par une société comme SPI, présente sur le salon, qui va accompagner sur l'étude, le conseil du déploiement, l'étude de la puissance nécessaire à la recharge des véhicules et du nombre de véhicules à charger. Ça peut monter très très haut.
et des problématiques d'intégration des bornes sur le parking. Parce qu'il faut penser à la visibilité, à l'accessibilité, à la sécurité des personnes. Voilà, donc SPI, écoute, je te laisse te présenter et présenter SPI, que l'on connaît certainement, mais c'est plus intéressant d'avoir une visu. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation, puis merci, parce que je pense que tu as tout dit, du coup, de nous faire la promotion. Non, donc moi, Mickaël Suzenet, je suis en charge du développement commercial pour SPI City Networks, donc qui est une filiale du groupe SPI. Tu peux avancer. Donc SPI City Networks, donc on travaille sur 4 segments. Donc la partie réseau énergie, on nous connaît plus dans le cas des effacements de réseau, enfin pour travailler pour les syndicats ou Enedis. Tout ce qui est partie numérique aussi, on a une grosse activité, et celle dont on fait partie aujourd'hui, là, c'est tout ce qui est Smart City, équipement du territoire, et dont on fait partie l'électromobilité, hein, parce que c'est quand même une démarche qui a été initiée par les collectivités au départ, donc on a une forte activité dessus. Et puis on a aussi tout ce qui est réseau, transport, donc pour les travaux sur autoroute et tunnels, entre autres. Donc SPI City Network, c'est plus de 4000 salariés en France, 160 implantations, donc quasiment 1 à 2 implantations par département. On couvre vraiment tout le territoire. On travaille donc, comme je le disais, pour tous les acteurs de l'énergie, hein, principalement, et dont les opérateurs d'électromobilité. Je veux bien que tu... voilà, donc côté électromobilité, donc, comme je le disais, on travaille pour tous les opérateurs, que ce soit du Isivia, du Tesla et des gros groupes comme ceux-ci, les plus petits, et pour notre propre marque, hein, qui est Evadea, donc on expose sur le salon, donc avec des solutions soit ouverte à n'importe quel client, ou soit en solution financée. C'est des solutions qu'on peut proposer de faire des stations financées par SPI. Voilà, donc aujourd'hui, en termes d'expérience, juste sur SPI City Networks, on déploie plus de 3000 points de charge donc sur le territoire. Donc on a toutes nos qualifications côté travaux, et aussi donc une grosse activité exploitation maintenance, où on est aussi certifié, qualifié sur les 3 niveaux. Et on a un panel de déploiement qui s'adresse donc aux collectivités, mais aussi aux flottes industries, et que ce soit pour les véhicules légers, les PL, où on commence à avoir une belle progression, un beau développement de l'électromobilité dans le secteur du PL. Et puis derrière, il y a les bus aussi, où une grosse dynamique de toutes les collectivités sur les bus et les vélos, quand on nous le demande. Voilà, et comme tu l'avais dit, donc c'est des offres clés en main. Aujourd'hui, on a toute la solution, hein, du conseil en fonction de la typologie des bornes, la conception, l'installation, la maintenance et l'exploitation. Et puis derrière, donc tout ça, c'est en partage donc avec des outils et notre supervision qui est entièrement SPI, basée à Lyon. On sait faire la gestion donc des suivis des KPI, donc tout ce qui est utilisation, temps d'indispo des bornes, et aussi tout ce qui est gestion monétique, si dans le cas où le client souhaite revendre l'énergie consommée sur ces bornes. Voilà, donc c'est des choses qu'on sait adresser sur tout le panel. Merci. Voilà, donc une fois qu'on a des véhicules, qu'on sait les recharger à domicile, au travail ou en itinérance, donc je vous ai donné les trois termes importants, hein, c'est domicile-travail, c'est en itinérance quand on est en déplacement, et la recharge également par opportunité. Donc la recharge par opportunité, c'est quand on fait ses courses, quand on va faire du sport, ou quand on vient au salon et qu'on peut se recharger de façon provisoire, puisque sur le salon, sur le parking, il n'y a pas de borne. On a une société comme Drop and Plug qui peut apporter des solutions provisoires, de l'installation provisoire, pour des travaux, pendant des travaux, ou pendant une période de location d'un bâtiment, voire pendant des événements comme le Tour de France. Donc je te laisse présenter Drop and Plug. Merci.
Donc Sébastien No, je suis le directeur général de Drop and Plug. Effectivement, nous, on est spécialisé dans l'électromobilité. Alors pour nous présenter rapidement, on fait partie d'un groupe qui s'appelle Emeraude Partenaires, dans lequel vous retrouvez Emeraude Solaire, qui a un stand aussi et qui est spécialisé dans le photovoltaïque. Et donc nous, c'est le volet électromobilité. Alors on peut proposer effectivement sur une ombrière photovoltaïque des bornes de recharge classiques comme Spi vous a présenté. Mais nous, on a une particularité, c'est qu'on a une gamme qui s'appelle Drop and Mobility, qu'on a développée exprès effectivement pour donner plus de flexibilité et d'agilité, j'allais dire, à la recharge. C'est-à-dire qu'on va être complémentaire par rapport à un réseau de bornes fixes. Et nous, notre objectif, c'est vraiment de simplifier la recharge et de l'amener partout et pour tout le monde. Et donc, on a développé donc, les produits que vous voyez ici là, sur la photo, qui sont des solutions qu'on va brancher, qui sont des solutions on-grid, mais qu'on va pouvoir déployer sur un événement, sur des chantiers, mais aussi chez des sociétés qui ont un besoin de bornes de recharge, mais qui n'ont pas forcément soit la capacité, soit l'envie d'investir sur quelque chose en dur. Eh bien, on peut venir avec nos solutions et typiquement, des gens qui louent leur bâtiment, ils ont aussi la possibilité d'avoir quelque chose en location ou à l'achat, mais qui peut aller sur un autre site ensuite. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est mutualisable sur plusieurs sites et encore une fois qui répond à un usage sur lequel l'installation fixe ne répond pas directement. Donc sur le salon, hop là ça a été un petit peu vite. Je sais pas si tu peux remettre en grand écran, je sais pas pourquoi ça... Sinon je vais continuer. Oh non, attends, bouge pas. Voilà, donc sur le salon, on présente deux solutions, la box et la batte. Donc la box, vous pouvez la voir sur notre stand là à B15. Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose d'hyper compact. Ça fait 1 mètre cube et vous avez 6 points de charge AC, 22 kW. Et il y a juste à brancher, il faut une prise industrielle, mais vous la branchez et tout fonctionne. Vous pouvez recharger 6 véhicules en simultané. Il y a une répartition de la charge dynamique. Donc en fonction de la puissance que vous avez, ça répartit sur les véhicules. Et c'est hyper simple, tout le monde peut le faire, il n'y a pas besoin d'habilitation électrique, ça fait moins de 100 kg avec les roulettes, ça se pousse très très facilement. Et surtout, vous pouvez l'utiliser partout, en 10 minutes vous avez vos points de charge, vous n'avez pas besoin de faire de VRD, vous n'avez pas besoin de... Voilà, à partir du moment où vous avez l'énergie sur le site, bien sûr, eh bien vous pouvez l'utiliser. Donc on l'a ici sur le stand, mais on l'a aussi sur le parking. Et donc sur le parking, vous avez aussi ce gros véhicule, donc c'est un gros véhicule, c'est un véhicule utilitaire, mais c'est une batterie mobile. Donc on a 225 kWh de batterie, mais c'est un véhicule, on le déplace très facilement. Et derrière, on a des connectiques de prise industrielle où on peut brancher nos solutions mobiles. Donc ça vous permet effectivement d'alimenter n'importe où un parking pour pouvoir offrir la solution de recharge dans un festival, mais aussi dans un chantier, sur un chantier par exemple. Mais on peut également alimenter n'importe quoi, j'allais dire un food truck, on peut alimenter une scène. Enfin, c'est vraiment un groupe électrogène zéro émission, mais sans les contraintes d'avoir une grue pour l'amener. Non, il va directement là où vous en avez besoin. Donc toutes ces solutions, on les a en location, on les a aussi à la vente. Et en tout cas, n'hésitez pas à venir nous voir parce que les applications, elles sont multiples. Pour les festivals, pour les parcs d'exposition comme ça, mais aussi les lieux de séminaire. Si vous voulez faire un roadshow pour présenter les nouvelles Kia ou Hyundai, c'est possible, c'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement sur des tournages de films également. Enfin voilà, les applications sont multiples et c'est avec plaisir que je répondais à vos besoins. Donc n'hésitez pas, on est basé à Rennes, mais on peut se déplacer partout en France, voire même à l'extérieur. Merci. Très bien, effectivement, donc là, on a parlé beaucoup de véhicules, on a parlé d'infrastructures, d'énergie. On reviendra sur quelques questions en matière de déploiement d'infrastructures et des problématiques qu'on peut rencontrer sur l'énergie nécessaire à la recharge. Mais il y a également des solutions d'autres énergies que l'électrique qui décarbonent, qui permettent également de décarboner. Alors, des solutions qui ne sont pas forcément aujourd'hui disponibles pour le grand public parce qu'on est encore dans certains cas sur des études, sur des projets de nouvelles carburations et de nouveaux carburants. Donc un autre Sébastien, qui suit un Sébastien, va nous développer un peu cette problématique avec une association qui représente plusieurs acteurs de ces nouvelles énergies.
Tout à fait, merci. Donc effectivement, Sébastien Maillard, je suis animateur du club BioGNV de Métatlantique. C'est un cluster, une association loi 1901 qui est basée sur Nantes et qui regroupe tout un écosystème de la méthanisation jusqu'à l'usage. Et donc là, je vais plutôt parler de l'usage effectivement biogaz, BioGNV, qui est plutôt méconnu. Effectivement, pourquoi il est méconnu? Parce qu'on est principalement sur le véhicule lourd. Donc ça, c'est un point important, hein. Aujourd'hui, il y a à peu près 35 millions de véhicules légers en France. En parallèle, il y a 600 000 poids lourds qui roulent. Et globalement, ces poids lourds sont principalement au gasoil à 98% des immatriculations annuelles. C'est à peu près ça. Globalement, nous, l'objectif, c'est de partir sur le constat, hein. Il y a une première ambition, c'est la décarbonation du transport en général, hein. Donc il y a plein de réglementations qui ont déjà été évoquées avant moi, je pense à la loi LOM notamment. Et puis à côté de ça, il y a aussi les zones faible émission qui ont été mises en place, Nantes, Paris, Angers, ici même. Donc des règles qui sont plutôt des contraintes pour les transporteurs notamment, et qui vont amener à retravailler le modèle économique. Et finalement, on va retrouver effectivement des livraisons avec différents modes. Je pense au vélo notamment, tout à l'heure ça a été évoqué. Mais il y a également des charges qu'on ne pourra pas transporter autrement que par un camion. Et donc, nous, on est plutôt sur l'axe du poids lourd. Je vous disais tout à l'heure, 600 000 poids lourds en France, qu'il faut décarboner absolument à un horizon rapide, et il y a différentes solutions. Donc si on part de ce constat-là, il y a effectivement la méthanisation. Donc aujourd'hui, c'est une énergie de production, enfin qui est produite à partir de déchets, et aujourd'hui en France, on a à peu près 750 sites. On part de zéro. Il y a 10 ans, il n'y avait quasiment aucun site en France. Donc c'est à peu près l'équivalent de 2 EPR qui ont été construits en moins de 10 ans et qui produisent l'équivalent en termes de consommation en biogaz. Ce biogaz peut être ciblé et fléché vers l'utilisation BioGNV. L'utilisation BioGNV nécessite d'une part des véhicules. Donc il y a une gamme, je vous rassure, quand même consistante, puisque une large gamme qui va du véhicule léger, mais on en a très peu. C'est plutôt le poids lourd, donc au-delà de 3,5 tonnes, de l'utilitaire avec les marques comme Iveco, mais vous pourrez le voir également sur le parking, enfin dans la cour. Il y a un Iveco Daily en Eurocargo qui est au GNC, BioGNC, et donc qui roule grâce aux déchets qui sont fabriqués, enfin le biogaz qui est fabriqué à proximité de chez nous. Donc globalement, c'est ce modèle-là qu'on porte. Et derrière ça, il faut aussi un réseau d'avitaillement. Donc il y a un certain nombre de stations. Aujourd'hui en France, c'est à peu près 350 stations publiques qui sont ouvertes. Et on a une projection d'une cinquantaine par an complémentaires. Si je reviens sur les Pays de la Loire, on a à peu près 26 stations précisément à date qui sont ouvertes au public. Le même nombre en termes de privatifs, c'est-à-dire des stations qui ne sont pas ouvertes au public, mais qui vont alimenter globalement les flottes la nuit en charge lente, des choses comme ça. Donc à votre disposition pour tout renseignement, toute question, si vous le souhaitez, et si vous êtes intéressé par le sujet. Eh ben, ça tombe bien, parce que j'ai une première question à poser. Quand on parle de biocarburants, de nouvelles technologies de carburant, des synthèses, etc., quelles sont aujourd'hui les solutions qui permettent de passer facilement, sans modification technique, du carburant fossile à une carburation propre, à un carburant propre? Alors, il y a toujours des réponses, hein, mais elle va être un petit peu normande, ma réponse. Il y a très peu de solutions. Alors, effectivement, je le disais tout à l'heure, il y a 600 000 en France, globalement. Sur les 600 000, et quand on regarde tous les biocarburants qui existent, et quand je dis bien tous les biocarburants, là, je vais rentrer un petit peu dans le détail. On va parler de B100, donc on va cultiver un colza, non pas pour le donner à manger, mais plutôt pour le diriger vers le camion. Donc le B100, les surfaces disponibles permettent à peu près de faire rouler entre 40 et 60 000 véhicules. Donc le B100 répond totalement un petit peu à la question. Je prends un véhicule diesel, je mets du diesel ou je mets du colza dedans, entre guillemets, ça va fonctionner à peu près. Il y a quelques petits critères et quelques éléments à connaître malgré tout. Oui, et on le mélange un peu, je crois. Et il est légèrement mélangé, mais très faiblement. Le deuxième biocarburant qui existe et qui est plutôt intéressant aussi, selon moi, c'est l'HVO. Donc c'est de l'huile,
Typiquement, c'est l'huile de frite. Hein. Globalement, on fait simple. Globalement, c'est approximativement les mêmes gisements. C'est à peu près entre 40 et 60 000 véhicules qui pourraient rouler, donc toujours véhicules lourds. Et puis, je le disais, donc là, on est toujours sur un modèle, là, c'est complètement miscible avec le diesel. On peut le mélanger intégralement. On peut avoir une cuve avec un mélange, ça roulera de la même manière. Ça, c'est le gros avantage. L'inconvénient, selon moi, c'est que le HVO, notamment, il n'est pas spécialement produit en France. Les gisements ne sont pas spécialement français. Et il y a une difficulté de traçabilité. Donc, est-ce qu'il vient du continent ou pas? C'est parfois difficile à connaître. Après, le bio-GNV, si je reviens, c'est bien des véhicules typiques qui sont de base biogaz, puisque c'est du gaz au lieu d'avoir un liquide. Et donc là, ça change un petit peu le fonctionnement et les investissements. D'accord, donc et pour toutes les autres technologies, sur les nouvelles technologies de carburant, là on est obligé de travailler sur des nouveaux moteurs et de nouvelles technologies de motorisation et d'électronique. Tout à fait. Aujourd'hui, globalement, hein, ce que je n'ai pas cité, effectivement, j'ai dit, il y a en gros les camions diesel, liquide, biocarburant, il y a les camions biogaz, et puis il y a les camions électriques ou encore camions hydrogène. J'ai envie de dire, je reste sur l'hydrogène juste un instant, ça reste embryonnaire aujourd'hui, il y a très peu de stations, il n'y a pas un écosystème complet et mature aujourd'hui, contrairement au biogaz où on a effectivement une production territoriale, on va avoir une production territoriale, tout comme on va avoir des véhicules locaux qui existent. Mais voilà, donc des technologies complètement différentes les unes des autres. Oui, et on parle aussi dans le domaine de biocarburant, de rétrofit des véhicules. Donc il y a des sociétés qui justement prennent des véhicules et les modifient justement pour passer sur ces technologies nouvelles de carburant. Tout à fait, ça existe. Alors effectivement, hein, si je reviens au biocarburant liquide, ça va être du rétrofit très simple. Ça va être un capteur qui va être intégré au réservoir, enfin au niveau du moteur, pour savoir si c'est du baissant exclusif ou pas exclusif, et éviter qu'il roule au gasoil. Et globalement, après, on a des modèles de rétrofit sur l'hydrogène qui existent un petit peu plus. Je pense à Illico, enfin des marques comme ça, globalement, qui vont rétrofiter un véhicule diesel vers gaz. Avec des particularités techniques et financières qui ne sont pas toujours évidentes à apprécier avec le recul qu'on a actuellement sur notamment l'hydrogène. Après, sur le biogaz, on n'est pas forcément sur ce modèle-là du rétrofit, sauf sur les autocars par exemple. Et là, en transport de voyageurs, on a plein de solutions qui existent en France, que ce soit du rétrofit électrique, hydrogène ou bio-GNV, on en trouve beaucoup. D'accord. Donc, pour revenir sur le voisin, sur l'autre Sébastien, quand je suis propriétaire d'un bâtiment ou d'un parking, je fais installer une infrastructure de recharge provisoire et je dis, voilà, moi je fournis l'électricité, mais comment ça se passe si les visiteurs viennent se recharger? Comment on peut payer la recharge? Alors, sur les solutions que j'ai présentées tout à l'heure, ça reste des bornes de recharge, et donc toutes les fonctionnalités qu'on peut retrouver sur le fixe, on les retrouve aussi sur le mobile. C'est-à-dire que nos solutions, la petite box par exemple que je vous ai montré tout à l'heure, si vous voulez de l'accès libre, c'est possible. Si vous voulez mettre en place des badges RFID nominatifs pour tracer à la fois qui consomme et combien il consomme, c'est possible. Même rendre accessible tout ou partie de l'ensemble de votre parc de box par exemple, c'est aussi possible. Et si on veut faire payer effectivement, si tu viens avec ton modèle 3 sur le parking, eh bien avec une carte ChargeMap, FreshMile, n'importe quoi, en interopérabilité, ça fonctionne tout pareil. Il faut juste nous le signaler, nous, à l'avance pour qu'on finalise correctement le paramétrage de la communication des bornes, et donc en l'occurrence l'interopérabilité si vous voulez payer, mais c'est tout à fait possible. On peut aussi mettre des QR codes pour pouvoir payer. Voilà, ça fonctionne tout pareil. On a vraiment essayé de dimensionner ça de manière le plus simple possible pour que l'électrique, ça soit pas un problème. En fait, que la recharge, ça soit pas un problème, un frein à la mutation, à l'électrification de votre flotte de véhicules. C'est vraiment ça notre credo. Oui, pour démystifier cette notion d'interopérabilité, c'est un peu comme avec votre téléphone. Vous allez à l'étranger, vous n'avez pas besoin de signaler à votre opérateur de mobilité téléphonique que vous allez à l'étranger, et vous aurez les dépenses que vous avez effectuées sur l'étranger, sur la facture que vous avez en France. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'effectivement, cette notion d'interopérabilité passe par ce qu'on appelle des plateformes. Donc il y a des sociétés qui se sont créées depuis une dizaine d'années,
qui fédère cette interconnectivité des opérateurs de recharge et qui permet justement d'interconnecter et de créer cette interopérabilité qui s'appelle aussi le roaming. Donc quand vous avez une carte d'un opérateur et que vous allez sur une infrastructure de recharge, il n'y a pas forcément la marque de l'opérateur. Quand vous donnez l'accès grâce à votre badge, l'opérateur, lui, va gérer son financement avec un autre opérateur avec qui il a un accord au travers d'une plateforme d'interconnectivité. Donc tout ça, c'est transparent pour l'utilisateur. Ça se traite en quelques pouillèmes de secondes. Tout ça, c'est informatisé. Tout ça, c'est géré et sécurisé, parce que vous savez que la cybersécurité est un point très important aujourd'hui. Ce sont des sujets qui reviennent de plus en plus dans les médias. On commence à en parler de plus en plus, surtout avec les problèmes qu'il y a eu dans les hôpitaux, etc. Donc les véhicules sont connectés, les infrastructures sont connectées, les téléphones qui permettent d'accéder aux opérateurs et aux applications sont connectés. Donc vous pouvez imaginer que les possibilités de pénétrer dans ces systèmes sont énormes. Ce qu'il faut faire très attention, c'est quand vous êtes sur une infrastructure avec un QR code. Il y a des petits malins qui ont mis des QR codes au-dessus des QR codes officiels et qui ne vous donneront pas l'accès à la borne, mais qui vont vous pomper les quelques euros que vous aurez mis d'autorisation à l'ouverture de compte qui vous sera remboursé si vous n'avez pas consommé la consommation. Si vous les avez mis 30 euros, vous avez consommé 10 euros, ils vous remboursent 20 euros. Mais si c'est le vrai opérateur, si c'est le faux opérateur, il vous a pompé 30 euros. Alors nous, pour éviter ça, juste je rebondis parce que là tu es en train de faire peur à tout le monde peut-être, c'est qu'on essaie de privilégier en fait les bornes de recharge qui ont un écran, écran tactile, parce que si on vous colle un autocollant QR code, ça va se voir. Donc effectivement, mais tu as raison de le souligner, il y a eu une grosse polémique il y a quelques mois là-dessus. Maintenant, il y a quand même des solutions où on a des écrans qui sont plutôt sympas et très faciles d'utilisation. Et donc, s'il y a un QR code, nous, on préfère que ça soit sur un écran, effectivement, plutôt que directement stické sur la borne. Et c'est plus sûr. Oui. Donc, si on continue sur les installations, sur l'exploitation, sur la maintenance des infrastructures de recharge, donc pour rappel, la maintenance est également important, puisque s'il n'y a pas de maintenance sur les infrastructures, il y a un abandon des usages de l'infrastructure, qu'elle soit fonctionnelle, opérationnelle, comme on dit, qu'il y ait un certain nombre de bornes nécessaires à la recharge et suffisamment de bornes à la recharge des véhicules, surtout dans des périodes de forte activité de recharge. Donc on pense aux vacances, aux grands déplacements, surtout sur les recharges rapides. Souvent on voit oui, mais j'ai pas eu le temps de recharger, ou j'ai attendu 1 heure pour avoir une place. C'est de plus en plus faux, parce qu'en fait il y a de plus en plus de bornes. On en est à peu près à combien d'infrastructures, sachant qu'il y a eu une obligation il y a 2 ans, c'est que les opérateurs sur les autoroutes, les gestionnaires de stations, ont été obligés par le gouvernement d'implanter des infrastructures de recharge. Beaucoup ont été aidés, il y a eu beaucoup d'aides justement à ce déploiement d'infrastructures de recharge. Et justement, pour résoudre ça, des sociétés comme SPI ont pu apporter leur contribution au déploiement. La question que j'avais aussi, c'est par rapport au nombre de points de charge, quelles sont les problématiques qu'on rencontre par rapport à la puissance nécessaire à la recharge et par rapport à la puissance qui est exactement disponible sur le site? Est-ce qu'il y a des solutions? Oui, il y a tout ce qui est recharge dynamique. Donc la solution, c'est effectivement, on va préconiser des bornes qui sont supérieures à la charge admissible déjà du véhicule. Et derrière ça, c'est la borne qui fait le travail avec le véhicule pour équilibrer et s'adapter en termes d'énergie. Aujourd'hui, donc, comme tu le disais, il y a suffisamment de bornes par rapport au nombre d'usagers. On n'est pas encore dans... Enfin, on l'espère que bientôt, ça manquera de bornes, ça nous fera beaucoup de boulot. Ça sera très très bien. Aujourd'hui, il y a du travail, on déploie suffisamment. La question, le nombre de bornes, aujourd'hui, je te retourne la question. Je ne sais pas si tu l'as en exploitation. Ça doit être aux alentours de 100 000 points. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est 300 000 attendus à 2030 ou... Enfin, il y a de belles perspectives. 200 000, pardon.
Et je disais oui, donc aujourd'hui, il y a suffisamment de disponibilité. Et donc aujourd'hui, le réseau suit. On a des bornes qui s'adaptent et il y a la recharge dynamique qui fait que ça va équilibrer, répartir l'énergie en fonction de la puissance qui est transmise et mise par le réseau. Après, des problématiques qu'on rencontre aujourd'hui, il y a beaucoup de... Parce qu'on exploite, comme on le disait, hein, on fait la maintenance pour les bornes. Et donc, il y a forcément de la défaillance. Bon, technique, ça arrive, mais ça se répare assez vite. Mais ce qu'on relève aujourd'hui, c'est une grosse méconnaissance aussi des utilisateurs. Hein. C'est notre... je ne vais pas dire que c'est notre première source d'intervention, mais c'est ça. Aujourd'hui, il peut y avoir des câbles bloqués, dû à des mauvaises manipulations des utilisateurs. Donc, alors, il y a des centres d'appel hein, qui sont derrière chaque borne. Donc, n'hésitez pas à appeler. Ils sont là pour vous aider, pour vous conseiller. Et il vous accompagnera dans cette démarche. Mais tout simplement, un cas qu'on rencontre souvent, c'est que on a tendance à tirer sur le câble pour aller brancher à la voiture et on se retrouve avec un câble bloqué. Et puis là, la voiture, on n'est pas dans l'axe... la prise n'est pas dans l'axe et du coup, la voiture ne peut plus lâcher le câble. Donc tout ça, c'est des petites manips qu'il faut faire attention. Il y a des emplacements, c'est bien marqué au sol. Il faut reculer jusqu'au bloc roue et faire en sorte que le câble soit souple, soit pas trop tendu pour éviter ces petits problèmes-là. Ok, merci pour ces compléments. En fait, moi, je voulais développer un peu cet aspect problématique énergétique. Souvent, quand on fait des études d'implantation des bornes de recharge, quand on a 3-4 bornes, c'est pas trop gênant. Quand on a 200 bornes, c'est un peu plus gênant. On doit faire une étude technique et une étude de puissance. Et ça, c'est obligatoire pour garantir le bon fonctionnement de l'infrastructure et la puissance nécessaire par rapport au nombre de points de charge, mais aussi par rapport aux caractéristiques des véhicules qui vont se recharger, qui seront liés à la puissance des bornes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on va de 16 ampères, ça donne 3,5 kg. 3,5 kg, c'est 2 fers à repasser, c'est 2 chauffages, donc ça va, ça se gère simplement et très facilement. Quand on a 10 fois ça, ça commence à faire, ça pique. Quand on a 250 fois ça sur des sites où il y a beaucoup de stationnement, ça commence également à avoir un effet sur le bâtiment. Donc on va, faire de l'économie d'énergie dans le bâtiment. Donc on va éventuellement regarder ce qu'on peut économiser au niveau du bâtiment pour réduire la puissance énergétique consommée par le bâtiment. Deuxième point, c'est qu'on va éventuellement intégrer du photovoltaïque pour pouvoir compenser certaines puissances nécessaires à la recharge et par rapport à la puissance souscrite et la puissance demandée. Souscrite, c'est-à-dire que ce que vous payez au contrat du fournisseur d'énergie. Demandé, c'est ce que vous allez pouvoir économiser et réduire au niveau de l'impact du bâtiment. Et par rapport à ce que vous allez mettre sur les bornes de recharge, c'est que, vous allez optimiser votre recharge en faisant, comme disait Sébastien, de la modulation de la puissance de recharge par rapport à la puissance globale. Et ça, ce sont les bornes qui vont les gérer. Et vous avez également des bornes mètres ou un système mètre. Il y a deux solutions. Soit c'est une borne qui va prendre le lead sur la gestion des autres bornes, soit vous avez un système au-dessus qui, lui, va gérer l'ensemble des bornes, qui va moduler cette puissance de recharge sur l'ensemble des bornes en cours de recharge. Et la troisième possibilité, après, c'est de faire de la segmentation de charge. C'est-à-dire qu'on va donner des priorités par rapport à des usages et des départs de véhicules. Donc là, on peut avoir des applications, on peut avoir des solutions de gestion de pilotage, mais en fait, on s'aperçoit que le point important, et là, on va s'orienter plutôt vers la distribution des véhicules, c'est la bonne question au client, c'est l'usage. N'est-ce pas, Audrey ? Pardon. J'étais partie dans mes pensées. Pardonnez-moi. On va parler d'usage. On parle d'usage. Du coup, l'usage, moi, c'est au cœur de mon métier. Aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est pas... alors, ça rentre en ligne de compte forcément, comme tout à chacun, mais c'est pas spécialement l'aspect écologique en tant que tel, en disant, voilà, je vais acheter un véhicule plus vertueux, etc. On est plus à réfléchir
à quel usage on va avoir du véhicule. Je sais que dans les entreprises, c'est pas toujours simple, que certains véhicules sont partagés, que les usages sont différents, etc. Mais ça va demander forcément une réorganisation en interne aussi, de dire bon bah voilà, ce véhicule-là, il va être pour les collaborateurs qui vont faire entre tant et tant de kilomètres par jour. Celui-ci, il est pour le collaborateur qui fait 80 000 kilomètres par an et que de l'autoroute. Celui-ci, en fait, il faut réfléchir de cette manière-là parce qu'aujourd'hui, sur le marché, notamment des véhicules électriques, vous avez des véhicules électriques qui sont tout à fait adaptés au quotidien pour parcourir 100-200 km autour de chez soi, mais qui le sont beaucoup moins pour traverser la France. Et à l'inverse, acheter une voiture hybride pour faire 2 ou 3 km tous les jours, ça n'a aucun intérêt, parce qu'une voiture hybride, quand elle démarre en thermique. Elle démarre en électrique, puis le moteur essence s'enclenche. Le moteur essence va rester en route jusqu'à ce qu'il soit suffisamment chaud, c'est-à-dire 1 ou 2 km. Après, il s'éteindra. Le problème, c'est que quelqu'un qui parcourt 1 ou 2 km en mode hybride, du coup, il ne sera pas pertinent sur l'aspect efficience d'avoir ce type de véhicule pour faire 1 ou 2 km. C'est là qu'on se rend compte qu'on a aussi des préjugés. Une voiture hybride n'est pas conçue pour faire de la ville, en tout cas pas exclusivement. Et à l'inverse, une voiture électrique peut tout à fait parcourir la France et faire 800 km sans que ce soit un inconvénient, mais faut-il encore choisir le bon véhicule électrique? Et je ne parle pas de marque, je parle vraiment de technologie, de capacité à se recharger rapidement et de prendre beaucoup à la fois, d'avoir tous les équipements nécessaires pour être dans de bonnes conditions dans le cadre d'une recharge rapide, par exemple. Là, on parle de préconditionnement de la batterie. Et donc, c'est pour moi et pour vous, à mon avis, c'est à ça qu'il faut réfléchir aujourd'hui. C'est pas réellement est-ce que je dois acheter ou pas une voiture électrique, c'est qu'est-ce que je dois acheter comme voiture pour l'usage que je vais en avoir. Et selon vos collaborateurs, ça sera peut-être différent parce qu'aujourd'hui, on n'a peut-être pas encore tout à fait tout ce qu'il faut sur le marché en termes de tarifs, en termes d'équipements, d'options techniques pour l'usage que vous en avez. Voilà, en tout cas, Audrey, c'est effectivement très clair, c'est que l'usage est le point de départ du choix du véhicule. Quand on parle de décarbonation de la logistique, on va commencer à travailler sur comment on va ranger et distribuer les produits en entrée et en sortie de véhicule. Donc je pense à des camions. Donc quand on parle de verdir de la logistique, on commence déjà par optimiser les circuits logistiques. On va commencer à réfléchir également sur est-ce que je peux transporter ce que je vais livrer avec des véhicules électriques, selon la taille, selon le poids, selon les volumes, selon les façons d'accéder dans le véhicule. Donc on va revenir après sur la mobilité douce parce que ça fait partie également des solutions de mobilité et de livraison. Mais quand on parle de plan de déplacement dans une entreprise, on parle d'optimisation des coûts de la flotte. Donc nous, on travaille sur les coûts d'installation, des coûts et les choix de véhicules, mais il y a également des solutions, effectivement, c'est le leasing, la location ou le partage. Donc est-ce que tu peux nous développer un peu plus cette notion de partage de véhicules pour optimiser et baisser le coût du TCO en fait des véhicules? Oui, c'est vrai que ça tombe sous le sens de partager des actifs. Vous parliez de 35 millions de véhicules à la route. Est-ce qu'on a tous besoin d'avoir ce véhicule-là? On peut se poser la question. Je crois que la conférence d'avant, c'était sur le bilan carbone. Donc, il y a quand même quelque chose qui semble évident sur le partage. Donc, nous, c'est notre solution qu'on a proposée. Et je rebondis. C'est intéressant parce qu'on a des acteurs ici, et c'est des flottes. Nous, on travaille sur des flottes hétérogènes. Donc, il y a des vélos, il y a du GNV, il y a de l'élec, il y a des véhicules thermiques. Et en fait, la question de savoir, c'est... et tu parlais de l'usage, l'optimisation de l'usage, le bon véhicule pour le bon déplacement, c'est très important. Il y a des entreprises qui font le choix du véhicule, trouver le véhicule pour le mettre dans la flotte. Nous, ce qu'on fait, c'est on fait avec ce qu'on a et on va essayer de trouver le bon véhicule pour le bon déplacement. Donc, on exprime un besoin de mobilité. Notre algorithme, lui, va trouver le bon véhicule pour aller de Nantes à Rennes ou aller de Nantes à Saint-Herblain. Ça va peut-être pas être le même en fonction
des objectifs et de la stratégie de l'entreprise. Est-ce que c'est une stratégie RSE? Est-ce que c'est une stratégie financière? Il faut s'adapter encore une fois à tous les usages. Ça devient quelque chose de très précis, mais on est quand même animé par la loi, le réglementaire, la loi LOM, qui nous dit qu'il faut verdir, il faut que 20% des renouvellements en 2025 se fassent avec des véhicules à faible impact, moins de 50 grammes de CO2. Donc c'est ça la trend. Et on a tendance à dire que on va passer du thermique ou du très thermique et on va aller progressivement vers l'électrique. Pour faciliter l'intégration des électriques, il faut être en capacité quand même de prévoir, dans notre cas, l'état de charge quasiment à tout moment, prévoir, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec nos algorithmes, et c'est comme ça qu'on peut tenir notre promesse. Ok, super. C'est une bonne conclusion sur la prestation de Willim dans le cadre de l'accompagnement sur les flottes. Et pour terminer, on va revenir sur le vélo ou sur la solution de mobilité. Jusqu'à combien de charges peut-on mettre sur un vélo électrique, un vélo assistance électrique, pour faire de la livraison, du déménagement, puisqu'on voit des tas de sociétés qui se créent pour faire de la prestation de proximité? Oui, après, alors pour répondre à ta question précisément, là on a d'ailleurs sur le stand une société avec qui on travaille qui propose de tracter avec des remorques et on peut aller jusqu'à 200 kg de charge. Donc bon, après la mobilité douce, ça reste quelque chose sur un rayon d'action de 15 km, puisque bon, après c'est beaucoup moins efficient, mais oui, pour la charge, on peut aller jusqu'à 200 kg. Donc voilà. C'est pas mal. Voilà, donc en fait notre table ronde est terminée. On peut prendre une ou deux questions, pas plus, parce qu'en fait on n'est pas limité dans le temps puisqu'on est à midi. Et quoi qu'il en soit, vous avez compris qu'il y avait des lois, des normes, des obligations, il y a des solutions matérielles, solutions logicielles, que ce soit du côté véhicule, que ce soit du côté infrastructure, mais que l'ensemble de ces éléments doit être connecté, interconnecté et interopérable. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous retrouvez nos intervenants sur leurs différents stands. Vous me retrouvez, je me balade si vous avez des questions, ou on peut se retrouver en dehors de la salle. En tout cas, si vous avez une question ou deux. Oui, c'est bon? Bon, bah écoutez. Merci messieurs, dames. Merci pour votre attention. Et puis on peut les applaudir si vous n'avez pas des choses dans les mains.